Alors, bonjour ou bonsoir, selon le moment que vous visionnez ce petit webinaire du 24 juillet 2019. Alors, bonjour à tous. Donc, c'est un petit webinaire qui a pour objectif de répondre à des questions tant pour les gens qui sont dans la pratique personnelle que professionnelle. Et ça peut toucher également des questions personnelles, donc des questions associées à votre vie, puisque l'objectif des webinaires, c'est de vous accompagner de toutes les façons, de toutes les manières. C'est pour vous que c'est fait. Donc, c'est sûr que l'été, un petit peu moins de monde lors des webinaires, mais je profite quand même de l'occasion pour les faire parce que je crois que ça peut toujours être intéressant de pouvoir répondre aux questions qui sont là. Donc, une question qui m'est posée de Cléo. Bonjour Sylvain, tout est bon. Je commence donc, je suis en module 2. Je souhaite savoir si on peut choisir une technique où il faut mettre... Excusez-moi, parce que j'ai élargi mon écran, donc je vais devoir la baisser un petit peu pour bien lire. Et si on peut choisir une technique où il faut mettre le tout. En fin de compte, l'idée de la pratique, je ne comprends pas tout à fait ta question, mais je vais répondre à ce que je comprends de la question. Ce que je comprends de la question qui m'est posée, c'est que dans la pratique, en fin de compte, dans la pleine conscience intuitive, dans un premier temps, l'objectif ultime de la pleine conscience intuitive, c'est de développer la position de témoin. La position de témoin, on va le développer de quelle façon? On va le développer en se mettant en pratiquant l'enracinement pour commencer, qui va nous permettre de développer cette fameuse antenne verticale qui fait que l'énergie de la Terre et celle du ciel circulent dans mon corps et que dans cet état d'amplification énergétique de mon corps, je deviens plus sensible à ce qui se passe en moi et autour de moi. Et à partir du moment que le cœur, le soleil rayonnant lumineux se manifeste, à ce moment-là, je vais utiliser ce soleil rayonnant lumineux pour diriger la lumière dans mon propre corps ou dans celui d'un partenaire selon la pratique, selon la vision qu'on va mettre en place. Cette lumière-là, finalement, elle va me permettre de voir, entendre ou ressentir principalement. Il y a quelquefois le sens gustatif ou odorat qui peuvent également être impliqués, mais dans tous les cas, c'est toujours la même démarche. C'est-à-dire que selon, quand je mets la lumière, il y a un sens qui va se manifester à moi, qui va m'amener donc à décrire ce que je vois, entends et ressens, et ensuite à le questionner. Ça, c'est vraiment le décodage intuitif. Le questionnement, il va se faire tant et longtemps que je pourrai arriver à trouver la cause. La cause à quoi? La cause de la problématique. C'est-à-dire que si je vais sur mon genou et je questionne mon genou, je vais continuer à questionner mon genou jusqu'au moment où je vais être capable d'arriver à comprendre la raison d'être du problème ou la cause du problème. Évidemment, au début de la pratique, on a l'objectif d'arriver à cette étape-là, mais on n'y arrivera pas toujours. Et c'est pas bien grave. L'important, c'est d'aller au maximum du questionnement. Et quand on a atteint le maximum du questionnement, on ne s'entête pas. On va simplement passer à l'autre étape, qui est la déprogrammation de la mémoire cellulaire. C'est là que tu es rendu, Cléo, puisque le module 2 nous permet donc d'accéder à cette déprogrammation de la mémoire cellulaire qui est vraiment reliée à un pouvoir de l'intention. L'intention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis un être créateur et je peux créer dans l'instant tout ce que je peux concevoir pour donner à une information ce dont elle a besoin. C'est-à-dire que si mon genou me dit j'ai besoin de douceur, je peux lui envoyer de la douceur. Si il me dit que j'ai besoin de fermeté, je peux lui envoyer de la fermeté. S'il me dit qu'il a besoin de vitamine C, je peux lui envoyer de la vitamine C. S'il me dit qu'il a besoin d'une puissance, je peux lui envoyer de la puissance, et ainsi de suite. Donc, on peut donner à la région de notre corps tout ce qu'elle nous demande. Alors évidemment, à ce stade-ci, au module 2, on est dans un contexte de découverte de techniques et la dépression de la mémoire cellulaire va se rendre beaucoup plus tangible pour toi dans le sens qu'on va apprivoiser cette technique-là d'une façon de plus en plus importante à travers l'ensemble des enseignements qui vont suivre, qui veut donc dire que la dépression de la mémoire cellulaire, la principale application de la dépression de la mémoire cellulaire s'applique vers la mémoire. La mémoire, qu'est-ce que c'est? C'est que dans l'énergie vitale qui circule dans mon corps, il y a de l'information. Qu'est-ce que c'est de l'information? Ce sont des mémoires qui vont associer souvent des mémoires provenant de notre histoire personnelle, provenant de notre histoire familiale ou provenant d'autres vies. Ces mémoires-là vont se manifester à moi sous la forme de personnages que je vais voir, entendre ou ressentir. Alors, c'est là que la déprogrammation va devenir encore plus puissante et plus intéressante. Et dans les modules qui vont suivre, tu vas progressivement découvrir la déprogrammation. Le troisième volet que tu as encore dans le module 2, c'est l'opportunité de pouvoir mettre l'emphase sur l'aspect réunification, la technique de l'accueil. C'est-à-dire qu'avec la technique de l'accueil, tu viens de compléter finalement la boucle avec la pleine conscience intuitive qui consiste à 3 techniques de base. Décodage intuitif, déprogrammation, soin. Ça, c'est vraiment
le tempo, pourrait-on dire, qu'on donne à la pleine conscience intuitive. Maintenant, ce tempo-là, on va pas s'entêter à chacune des étapes. On va pas dire, le décollage intuitif, j'ai pas franchi l'étape du décollage intuitif, donc je n'irai pas à la déprogrammation. C'est pas vrai. On va faire le maximum du décollage intuitif pour ensuite arriver à la déprogrammation. La déprogrammation, on va faire ce qu'on peut. Et quand on a le sentiment d'avoir complété ça, on va vers le soin. Alors, on va vraiment compléter les trois parce que les trois vont nous ramener tout le temps à la même chose. C'est-à-dire que si je fais du décollage intuitif, je vais déprogrammer. Si je suis dans l'étape de déprogrammation, je vais décoder. Et si j'arrive aux soins, ben, je vais intégrer le décodage et la déprogrammation aux soins. Donc, on comprend que c'est comme ça, finalement, qu'on va arriver à, d'une part, se soigner, se faire du bien. Ça, c'est une première étape. Se faire du bien, c'est quand même l'étape essentielle, je dirais, puisque ça nous amène à se sentir mieux. Donc, ça, c'est l'objectif premier qu'on doit viser. Le deuxième objectif, c'est de finalement se rendre compte que les perceptions qu'on a en soi sont figées au départ, puis que si on fait de la déprogrammation, on va se rendre compte que tout ce qui est figé se défige, c'est-à-dire que l'énergie se met à bouger et elle fait émerger les potentiels évolutifs qu'on ne voyait pas auparavant. Et le décollage intuitif va me permettre donc de développer une conscience de tout ça. Alors, c'est comme ça qu'on va s'accompagner dans la démarche. C'est ce que je préfère faire, créer, mais après tout, il faut continuer tout le temps. Mais après, faut-il continuer tout le temps? Je ne comprends pas la question, Clio, parce que créer, ok, c'est ce que tu es donc, c'est bien ce que je fais donc, ok. Parce qu'à fin de compte, c'est ça, c'est cette idée de créer à quelque part c'est pas que de créer l'objectif de la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est être un témoin. Témoin n'est pas la même chose. Témoin, c'est observer objectivement quelque chose. Quelque chose qui peut être subjectif, on est d'accord. Pourquoi je dis que c'est subjectif? Parce que les gens vont me dire, ben ouais, c'est une démarche intuitive, c'est pas objectif, c'est une vérité, etc. Mais la vérité, absolu, ce serait que je serais le bon Dieu. Ce serait la vérité absolue. Je serais le bon Dieu, donc je verrais tout, je comprendrais tout, je serais le bon Dieu. Comme nous ne sommes pas le bon Dieu, notre objectif d'être témoin, c'est d'arriver à une position de plus grande ouverture, de plus grande capacité d'accueillir la vérité de toute chose. C'est ça l'objectif. Donc, on est dans une subjectivité relative, puisque toute la démarche intuitive va consister à élargir notre point de vue pour être capable d'avoir une forme d'objectivité, être le bon Dieu, finalement. C'est l'objectif ultime, hein? Donc, ça, c'est une première chose. Alors, il ne s'agit pas de créer, il s'agit d'être, dans un premier temps, dans un processus de témoin qui observe ce qui se passe en lui. C'est-à-dire que moi, je ferme les yeux et je prends le temps d'observer ce qui se passe en moi. Et mon soleil, rayonnant lumineux dans mon cœur, va se déplacer dans mon corps pour, lui, finalement, me mettre en focus sur des régions de mon corps sur lesquelles je souhaite effectuer un travail de pleine conscience intuitive, c'est-à-dire de comprendre la manifestation qui est là, de la déprogrammer et de la soigner. C'est vraiment ça qu'on va chercher à faire. Et la création, c'est un terme que je trouve qui n'est pas approprié. Parce que la création, ça veut dire je crée quelque chose. Créer quelque chose, ça ne sous-entend pas que je suis en harmonie avec ce qui se passe en moi. La pleine conscience intuitive, c'est d'abord avant tout être un témoin de quelque chose. Le témoin n'est pas en train de vouloir provoquer quelque chose, tu vois? D'accord, voilà, c'est ça que je voulais préciser, mais je pense que c'est bien de préciser, parce que les mots, quelque part, sont très importants. Hein, tu vois, je pense que c'est important de choisir les bons mots. Moi, souvent, les gens me posent des questions sur des choses. Je vais donner l'exemple de ça. Tu vois, comme récemment, j'ai eu une personne qui se disait médium et qui me disait qu'elle voyait les ectoplasmes. Puis elle me disait comment faire pour arriver à développer une perception intuitive, de se comprendre qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça vient faire dans sa vie. Puis moi, je lui ai répondu, puis elle était quand même rendue à un apprentissage dans l'enseignement. Je lui ai dit, est-ce que tu appliques la méthode? Est-ce que tu l'appliques? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, est-ce que tu prends le temps de t'adresser à ce que tu dis être l'ectoplasme? Parce que pour moi, les mots l'ectoplasme, vous savez ce que c'est, peut-être, je ne sais pas, mais les ectoplasmes, c'est habituellement associé à des médiums, et on a trouvé ça beaucoup dans les années, dans la fin des années 1900, il me semble, pas la fin des années 1900, mais le début des années 1900, où on a découvert quelque part que les médiums avaient la capacité de sortir de leur bouche, en fin de compte, des ectoplasmes. Les ectoplasmes, finalement, ça permettait de voir incarner un fantôme, et on arrivait à prendre des photos de ça. Alors, c'est assez impressionnant, mais c'était ça un peu la réalité. Alors, cette personne-là qui me pose des questions, elle me dit, je vois les ectoplasmes. Bon, alors, ectoplasme, ça fait référence déjà à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, l'ectoplasme n'est plus un terme utilisé. Je pense pas qu'il y a beaucoup de médiums dans le monde présentement qui utilisent l'ectoplasme, qui incarnent l'ectoplasme, parce que l'ectoplasme, on peut le photographier, hein. Donc, cette dame-là utilise ce terme-là pour expliquer ce qu'elle dit. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, ce sont les mots. Alors, on est limité par les mots. Deuxième chose, la beauté de la démarche de la pleine conscience intuitive, c'est qu'elle s'applique de toujours de la même façon. C'est-à-dire que ce soit un ectoplasme, que ce soit une perception floue,
que ce soit une perception très précise, que l'on perçoit, que l'on voit, que l'on entend ou que l'on ressent, c'est toujours la même démarche. Je vais décrire ce que je vois, entends et ressens dans une position de témoin. Je vais questionner, je vais donc m'adresser à la perception, quelle qu'elle soit, encore une fois, pour lui demander quel est son message, quelle est sa raison d'être. Et évidemment, je vais chercher donc à observer comment elle réagit, comment elle me répond. Donc, un genre d'échange qui va s'effectuer entre moi et ma perception. Et après ça, la déprogrammation va consister justement à donner à la perception ce dont elle a besoin pour pouvoir effectivement la modifier, la transformer. Et ensuite, le soin qui va être effectué pour rétablir les flux énergétiques dans la perception que j'ai. La perception que j'ai, elle est d'où? Elle est de moi. C'est-à-dire que si je fais un travail sur moi, c'est donc une perception de ma propre réalité intérieure que sur laquelle je suis en train de travailler. Et à la fin, je vais donc favoriser un équilibre de cette perception-là pour qu'elle s'harmonise à mon corps et normalement, je devrais en ressentir un bien-être. Donc ça, c'est vraiment la base de l'enseignement, quelque part, de la pleine conscience que tu es en train de découvrir à Cléo. Puis évidemment, par la suite, tu vas découvrir que le décodage intuitif et la déprogrammation sont vraiment un noyau. Et les techniques de soins, tu vas voir qu'elles vont devenir, tu vas découvrir de nouvelles techniques qui vont s'appliquer à diverses façons d'aborder la santé, qu'elles soient énergétiques, psycho-émotionnelles ou spirituelles. Donc, c'est ça que tu vas découvrir à travers les enseignements, puis une multitude d'applications qui vont te permettre de comprendre comment on peut arriver à développer la pleine conscience intuitive. Donc, si tu as d'autres questions aussi, d'autres personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à me le faire parvenir. Moi, j'aimerais aborder une question qui m'a été posée. En fait, c'est un commentaire qui m'a été exprimé. C'est une personne qui m'a envoyé un mail, qui est un étudiant ou étudiante là, de la formation, et qui me disait qu'elle avait suivi donc un atelier d'introduction avec moi. Et suite à l'atelier d'introduction, elle me disait qu'elle avait ressenti une forme de douleur dans les oreilles. OK? Alors, elle ne fait que me dire ça. Et puis moi, j'aimerais ça aborder ça parce que c'est quelque chose que je vois souvent, des gens qui vont, un peu comme cette médium dont je parlais tout à l'heure, qui vont me parler des choses, mais qui ne semblent pas finalement mettre en application ce qui est l'enseignement. Parce que l'enseignement, finalement, c'est simplement de chercher à mettre en place une procédure. Donc, la procédure, si on ne l'applique pas à quelque part, mais comment peut-on arriver à la développer, à l'acquérir? Donc, cette personne m'envoie ce mail-là en me disant ça. Et puis, moi, ce que je vois de ça, évidemment, c'est que cette personne-là semble me remettre entre les mains, à quelque part, hein, je lui demande, en fin de compte, ce que je lui réponds, je lui dis, regarde, j'ai entendu ton message, j'ai compris ce que tu m'as dit, mais j'aimerais savoir c'était quoi ton intention en me transmettant ce message-là. Parce qu'il m'a simplement écrit une phrase en me disant qu'il ne s'était pas bien senti après le week-end. Alors moi, je lui dis, est-ce que tu as pris le temps de faire de la pleine conscience intuitive? C'est-à-dire, est-ce que tu as pris le temps d'appliquer le décodage des programmations et soins à ce malaise-là? Parce que ce serait quelque part logique, après avoir suivi le week-end surtout, de se dire, mais tiens, je vais aller voir ça. Et elle m'a répondu qu'elle avait fait, bon, c'est une personne qui fait de la méditation, donc elle simplement cherchait à faire de la méditation, puis finalement, ça s'est comme résolu, le problème, etc. Mais vous comprenez quelque part que la pleine conscience intuitive, met bien en évidence une chose, devenir pleinement conscient de ce qui se passe. Je n'ai pas la prétention de dire je suis pleinement conscient de ce qui se passe. Je suis un être humain, on est tous des êtres humains, mais on a tous l'objectif de tendre à quelque chose de plus élevé. Et l'idée de la pleine conscience intuitive, c'est de tendre vers cette évolution plus élevée en se disant, un jour, je développerai une plus grande conscience de moi-même et cette plus grande conscience de moi-même va me permettre de mieux comprendre qui je suis et peut-être, si je suis dans un contexte comme moi, je fais de la consultation, donc je vais essayer de tendre vers une pleine conscience intuitive de mon entourage, des gens que j'aide pour les amener à se sentir mieux. Alors, évidemment, dans le cas de cette personne-là, évidemment, si elle ne prend pas le temps de l'appliquer, cette méthode-là, sur elle-même, il faut se rappeler quelque part que dans un contexte professionnel, ne pas appliquer ça sur soi, c'est donc finalement de constater qu'on a des aspects de nous qui est figé. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris le temps de porter attention vers soi pour faire notre propre travail de décodage, déprogrammation et soins. Ce qui veut dire que mon antenne vibrante, elle ne va pas vibrer de la même façon qu'elle le pourrait, parce que justement, je ne vais pas être en mesure de m'ouvrir à moi-même complètement. Donc, quand je vais me rendre réceptif à un partenaire, je n'aurai pas la capacité de me rendre réceptif complètement à celui-ci parce que je ne me donnerai pas l'opportunité de m'ouvrir complètement parce que moi-même, j'aurai figé des facettes de moi-même. Alors, c'est un peu ça que je voulais vous rappeler. Puis, d'ailleurs, la médium qui me disait, bon, qu'elle communiquait avec des ectoplasmes et tout ça, était un autre exemple assez frappant de ça. Elle me disait, mais comment ça se fait que tu te dis médium? Premièrement, médium, pour moi, c'est une façon de communiquer avec une forme de sagesse, une forme d'intelligence. Dans son cas, elle ne comprend pas les manifestations qui se manifestent à elle. Donc, déjà, prétendre qu'on est médium, qu'on n'est pas en mesure de capter des perceptions intuitives,
pour moi, c'est me dire, encore là, c'est les mots, le problème des mots. Hein, prétendre qu'on est médium par le mot, en disant je suis médium, ben je suis plutôt quelqu'un qui capte des énergies. Et cette capacité de capter des énergies, ben, je ne sais pas trop quoi en faire avec parce que j'arrive pas à comprendre le message que ces énergies-là me donnent. C'est un peu ce qu'elle me disait. Ben, à ce moment-là, la démarche de la pleine conscience intuitive, c'est la démarche qui est applicable dans le sens de dire, ben, je décris ce que je vois, entends et ressens, je questionne, je déprogramme, je soigne. Est-ce qu'on a essayé de faire ça? Cette personne-là ne m'a pas encore donné la réponse parce que je vais donc la rencontrer par téléphone pour pouvoir un peu plus aller plus loin. Mais c'est important, justement, de bien comprendre qu'on, quand on veut développer l'enseignement, quelque part qu'on veut appliquer, justement, comprendre plus, ben, il faut effectivement appliquer la méthode. Si on ne l'applique pas, ben, inévitablement, on va se limiter à ce qu'on est, à ce qu'on croit être, à ce qu'on s'est identifié. Et la pleine conscience intuitive a pour objectif de travailler sur le personnage que nous sommes. Le personnage que nous sommes, c'est qui? Ben, c'est celui que j'observe. Hein, moi, Sylvain Bélanger, j'ai pas choisi d'être Sylvain Bélanger. Hein, je suis né sur Terre, je me suis trouvé à vivre des expériences sur Terre. J'ai constaté que j'avais une certaine particularité, une certaine distinction, comme chacun d'entre nous, qui ont fait que je suis devenu Sylvain Bélanger. Mais ce Sylvain Bélanger que je suis devenu, est-ce que c'est vraiment qui je suis? Est-ce que c'est vraiment l'essence fondamentale de qui je suis? C'est ça la pleine conscience intuitive, c'est d'apprendre à trouver la position de témoin pour observer qui je suis, pour être capable justement de faire du décollage, de la déformation et des soins, pour me sortir d'une certaine façon des limitations que j'ai créées par mon identification à être Sylvain Bélanger pour renouer contact avec l'essence fondamentale de qui je suis. C'est vraiment ça la démarche de la pleine conscience intuitive. C'est vraiment une démarche spirituelle. Et cette démarche spirituelle n'est pas quelque chose qu'on applique de temps en temps. On devrait chercher à l'appliquer tout le temps. Et c'est ça quelque part que moi, du moins, j'essaye de mettre en application le plus possible avec mes faiblesses. Hein. Comme je dis, on n'est pas parfait personne là-dedans. Mais je voulais vraiment clarifier ça parce que c'est quelque chose que j'ai donc observé à 2 reprises cette semaine. Donc, je trouvais que c'est un thème intéressant à aborder. J'ai une autre question, Sylvain. J'ai eu plusieurs fois des demandes de monter à la lumière. Ressens-tu en moi une attirance vers la montée des âmes? Là, encore une fois, ici, j'ai plusieurs fois des demandes de monter à la lumière. Je ne comprends pas ta question, encore une fois, parce que ressens-tu en moi une attirance vers la montée des âmes? Alors, je ne comprends pas si tu veux dire que tu concerne l'idée de passeur d'âme, ou est-ce que c'est, on t'a demandé toi-même de monter vers la lumière? Moi, ce que je comprends de ce que tu écris, c'est comme si j'avais l'impression qu'on te proposait de monter vers la lumière. Mais je crois que je pense que tu veux plutôt parler de passeur d'âme. Tu vois, moi, je vais te dire ça comme ceci. Cette idée de... J'ai plusieurs fois des demandes de monter à la lumière. Ressens-tu en moi une attirance vers la montée des âmes? Moi, si je te disais non, par exemple, Cléo, ben tu me dirais, ben pourquoi tu me dis non? J'ai plein de preuves qu'il y a plein de choses, plein de demandes qui m'ont été faites pour monter, d'amener des gens à monter à la lumière. Pourquoi tu me dis non? Ben justement, pourquoi tu me poses la question? Tu vois, c'est ça que je te répondrai à ce moment-là. Parce que si, effectivement, tu as eu plusieurs fois des demandes, ça veut donc dire quelque part qu'il y a quelque part une proposition qui est là. Cette proposition indique plusieurs choses. Elle indique d'une part que le personnage que tu es, Cléo, est identifié à ça, c'est-à-dire qu'elle donne de la valeur à ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a peut-être une demande qui t'est faite et qui te donne l'opportunité de pouvoir constater qu'effectivement, comme ça serait une forme de mission de vie qui pourrait être associée à ta propre vie. Tu vois? Je ne veux pas aborder tellement cette idée de moi, Sylvain Bélanger, qui est un thérapeute intuitif, qui va prendre le temps d'évaluer Cléo en lui disant, ben oui, Cléo, tu pourrais être ceci ou cela. Je pense que ça, c'est se donner du pouvoir quelque part. Et finalement, moi, ce que j'essaye de plutôt vous inviter à faire, c'est de développer ce que je dirais une forme de confiance en votre propre outil intuitif. Ce qui est clair dans ta question, c'est que tu as eu plusieurs fois des demandes. Donc, ça veut dire que dans ton outil intérieur, dans ton champ de perception, tu as des portes qui se sont ouvertes, qui te font croire que cette démarche-là pourrait être intéressante. Moi, je te dirais, ben, va l'explorer. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un passeur d'âme? C'est intéressant comme question aussi, parce qu'encore là, on touche plein de terminologies, de mots qui veulent dire plein de choses, mais à quelque part, qu'est-ce que ça veut dire, un passeur d'âme? Alors, dans le démarche de la pleine conscience intuitive, on part du principe qu'il y a de la mémoire. La mémoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon histoire personnelle, j'ai vécu des choses qui font vivre des émotions. Par exemple, alors j'ai 8 ans, je me suis senti abandonné par mes parents, par exemple. Et cette mémoire-là d'abandon, ben, elle va avoir une empreinte dans mon propre champ énergétique. Donc, je vais pouvoir, moi, observer dans mon propre champ énergétique cette mémoire de l'enfant de 8 ans qui s'est encore abandonné. OK? Ça, c'est une première chose, c'est la mémoire personnelle qui se trouve là. Maintenant, on sait que cette mémoire d'enfant de 8 ans peut résonner avec des mémoires familiales. Les mémoires familiales, c'est-à-dire que mon arrière-grand-père, par exemple, pourrait aussi s'être senti abandonné.
Alors, qui est-ce que cet arrière-arrière-grand-père qui s'est senti abandonné? C'est qui cette personne-là? C'est qui cette information-là dont je parle? Est-ce que c'est une âme errante? Est-ce que c'est une mémoire simplement de cette personne-là, quelque part, qui est dans un état de blessure, d'abandon, puis elle est simplement figée dans une expérience d'abandon, et que c'est une énergie, quelque part, qui ne parvient pas à élargir son champ de conscience pour se libérer? Si on fait référence à les mémoires d'autres vies, mes mémoires d'autres vies, je pourrais me mettre en relation avec l'enfant de 8 ans, pourrait résonner avec une mémoire d'autres vies d'une personne qui a vécu au Moyen-Âge, qui s'est sentie abandonnée. Et encore là, cette mémoire-là, quelque part, est-ce que c'est une entité, une âme, quelque part errante, ou est-ce que c'est simplement une mémoire une énergie à quelque part de vie, associée à l'univers, qui est figée par une expérience qui a été vécue à l'âge du Moyen-Âge? Ce sont des questions intéressantes que j'ai envie de poser, pas pour enlever de la crédibilité à cette notion de passeur d'âme-là, mais de comprendre que le processus de décodage des programmations et soins est important dans toute démarche intuitive parce qu'elle me permet de comprendre que dans cet univers subtil-là, il n'y a pas d'éléments figés. C'est-à-dire que si moi je communique avec une âme qui, à quelque part, se dit en souffrance, premièrement, qui est-ce que je suis, moi, pour déterminer que c'est une âme? Une âme, c'est quoi? C'est l'essence de l'être avec lequel je suis en relation. Moi, j'ai fait une expérience à un moment donné qui était due à des circonstances. Ma mère est décédée, puis j'ai dû donc, j'étais pas en mesure de pouvoir me rendre aux cérémonies pour toutes sortes de raisons, et j'ai dû faire à distance un travail sur ma mère. Et ça a été un travail important parce que j'ai pu constater que ma mère avait plusieurs facettes d'elle qui se retrouvaient dans le champ subtil. Et selon le niveau de fréquence dans lequel j'explorais ma relation avec ma mère, j'avais comme diverses informations de ma mère qui avait des informations juste à me dire sur elle-même, mais selon le niveau de conscience où elle se situait, elles avaient des couleurs différentes. Ça voulait dire que ma mère se retrouvait multiple, dans une multiconscience. C'est-à-dire qu'elle n'était pas qu'une expression d'elle-même, elle était plusieurs expressions d'elle-même selon le niveau de conscience dans lequel j'étais. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire, est-ce que c'était l'âme de ma mère qui serait multipliée par 10, par 15, par 20? Alors, c'est là quelque part qu'on comprend que la mémoire, pour moi, c'est une forme d'expression de vie qui se retrouve imprégnée par une imitation de conscience mémorielle. Et que quand on fait un travail dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc permettre à la vie de renouer contact avec la pureté lumineuse qui l'habite à l'origine. Donc, ça veut dire que quand on fait un travail sur le passeur d'âme, on va travailler donc sur des mémoires qui sont plus ou moins figées. Alors, qu'est-ce que c'est, par exemple, une entité? Si on parle d'entité, une entité, ce serait donc une mémoire qui est beaucoup plus densifiée que la moyenne, parce que, quelque part, elle se mettra en résonance avec un être humain qui a un vécu émotionnel très, très figé, très lourd, très dense, et il y a donc une résonance qui s'effectue. Alors, quand on parle de possession, par exemple, on va donc dire, ben, cette personne, elle est possédée parce que dans son propre champ énergétique, il y a une information mémorielle qui l'habite, qui est figée et qui est très dense. Et pourquoi elle est très dense? Bien évidemment, ça va en tirer à elle des mémoires très denses de la même façon. Et c'est ce qui va finalement créer un phénomène où la personne va avoir l'impression de ne plus posséder qui elle est, parce que justement, ce phénomène de résonance va être très, très puissant. Donc, on comprend ici que tout ce travail, justement, de la pleine conscience intuitive s'applique très, très bien à toute cette notion de passeur d'âme-là, parce que le passeur d'âme, qu'est-ce que c'est? C'est un être qui va justement reconnaître que dans le monde subtil, on est animé, on est habité par de la mémoire, et que cette mémoire-là, quelque part, comme elle est figée, comme elle est limitée, ben elle ne peut pas justement accéder à un niveau de conscience supérieur. Et que quand on commence à aborder la déprogrammation de la mémoire cellulaire, qu'on commence à libérer toute mémoire, quelle qu'elle soit, de sa programmation, bon, on permet justement à un travail de passeur d'âme de prendre forme. Donc, alors que souvent, bon, dans la tradition de passeur d'âme, qu'est-ce qu'on va dire des passeurs d'âme? C'est que ce sont des gens qui vont travailler sur des personnes qui n'ont pas franchi le monde de la mort complètement, qui n'ont pas libéré leur conscience. Moi, j'ai l'impression, effectivement, que dire que c'est l'âme, pour moi, c'est quelque chose qui, dans ma recherche, puis dans mon expertise, puis dans mon exploration, je constate qu'une personne, par exemple, qui est vivante, a plusieurs expressions d'elle-même. Si une personne est décédée, elle a plusieurs expressions d'elle-même. Donc, c'est qui l'âme dans tout ça, là? Alors, c'est là qu'on comprend, évidemment, que moi, j'ai développé ce thème de multiconscience et qui rejoint beaucoup la physique quantique, d'ailleurs, hein, où on reconnaît
qu'on peut être dans plusieurs univers à la fois et qui peuvent à quelque part se trouver dans plusieurs niveaux de fréquences différents, vibratoires, qui fait qu'on peut donc travailler sur une même personne selon plusieurs niveaux de conscience. Et c'est là que ça devient intéressant, effectivement, de bien comprendre cette réalité-là, parce que ça veut donc dire justement que le travail de passeur d'âme, ben, effectivement, c'est d'apprendre donc effectivement à travailler sur ce que j'appellerais donc l'individu qui a une certaine conscience mémorielle et de prendre le temps de pouvoir l'inviter à se libérer de cette conscience mémorielle-là pour permettre à ce qu'une facette de cette personne-là puisse renouer contact avec la lumière. Et c'est dans ce sens-là, pour moi, que le travail de passeur d'âme peut se faire. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question, Cléo, ou que je suis hors contexte par rapport à la question que tu me posais, mais c'est un peu la réponse que j'avais peut-être à donner par rapport à cela. S'il y a des gens, évidemment, qui ont des questions, comme vous le savez, qui peuvent être d'ordre personnel, tout comme d'ordre professionnel. Alors, comme dans la question de Cléo, bien évidemment, comme je dis, c'est une question qui je pourrais répondre, comme je dis, mais je trouve que c'est plus intéressant de reconnaître quelque part que tu as en toi quelque chose qui t'interpelle à ce niveau-là. Donc, c'est un peu, c'est donc naturel, je te dirais, donc d'aller explorer ça et d'aller explorer quelque part davantage cette aventure-là, si tu veux. Moi, je pense que ce serait ça, quelque part, que je te proposerais par rapport à ça. Mais si tu veux, je peux quand même prendre le temps de te donner des informations là-dessus. Ça, ce que je te dirais, Clio, par rapport à ça, c'est que là, on va explorer quelque chose, hein, puis c'est vraiment pour te faire valoir, pour répondre à ta question en même temps. Et moi, ce que je sens quelque part, c'est quand dans toi, tu portes en toi, au niveau des mémoires d'autres vies, une conscience, une mémoire qui a envie de réparer quelque chose. Quand je dis réparer quelque chose, c'est par exemple quelqu'un qui a fait des mauvais choix, qui est un guerrier, qui a fait des choix, comme chacun d'entre nous. Et quand on fait ce choix-là, bien évidemment, on se retrouve dans une situation où on peut tuer hein, par les choix que l'on fait en tant que militaire. Et j'ai l'impression que cette mémoire-là, quelque part de militaire, se retrouve dans une position où elle cherche à réparer ses erreurs. Réparer ses erreurs, bien évidemment, c'est de se prendre conscience à quelque part qu'elle a, je vais dire ça comme ceci, en tant que militaire, elle avait des visions très arrêtées, très jugeantes, car c'était pour moi un être militaire, mais qui avait des croyances religieuses très fortes, qui a donc une connexion avec la spiritualité très forte, un peu comme un templier, pour donner l'exemple, hein, tu vois, qui était au combat, mais qui a des conceptions religieuses très fortes, et que parce que justement ces conceptions religieuses sont très fortes, mais il se permet de tuer des gens au nom justement de sa foi, en se disant, ben voilà, ces gens-là, je les tue parce qu'ils sont pas du bon côté en quelque part. Donc, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que cet individu-là, bien évidemment, cherche aujourd'hui à vouloir réparer les erreurs commises. Et les erreurs commises, bien évidemment, c'est de donner le pardon à des êtres décédés qui ne parviennent pas à s'élever au niveau de conscience. Alors, tu vois, ça serait un peu ça que je verrais comme un champ d'exploration et d'investigation que tu pourrais développer à ce niveau-là. Je comprends très bien, je te remercie. Je vais aller voir ça de plus près, mais en effet, si tu peux me donner plus d'informations. Alors là, je viens de te donner l'information, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de te dire. Alors, évidemment, là, on s'est vraiment attardé donc un peu comme à une description, un décodage d'une information que je percevais en toi par rapport à ce militaire religieux, ok, quelque part, qui anime ton être. Et qui a une tendance justement à avoir des convictions religieuses encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je suis en interaction avec lui, j'ai l'impression quelque part qu'il en vit encore très fortement. Il est encore très fortement identifié à ses convictions religieuses. Alors lui, il est convaincu d'une forme de vérité qu'il ressent en lui et il a envie effectivement de donner l'absolution une absolution à d'autres êtres humains, tu vois, à d'autres êtres humains qui sont décédés. Tu vois, c'est un peu comme s'il y avait une position justement de conviction religieuse très forte, une foi spirituelle très forte, et qui le pousse justement à se dire, ben oui, je vais pouvoir absoudre des gens. C'est comme ça, quelque part, que moi, je vais me donner la permission, justement, de me dégager de ma liberté, de me libérer de ma culpabilité. Hein, c'est-à-dire que c'est une bonne action que de pardonner à des gens, de les amener vers le monde de la mort, par exemple, soit de les libérer de le monde de la mort. C'est ça un peu que je verrais. Alors, quand je dis militaire religieux, mais pas l'enfance, encore là, les mots, hein, tu vois, c'est toujours la même chose. Mais si je te disais, par exemple, un chevalier templier,
Alors, on oublie militaire. En même temps, c'est un militaire. Chevalier Templier, c'est un militaire. C'est quelqu'un, quelque part, qui a des convictions religieuses et qui a des convictions religieuses et qui est prêt à aller se battre et tuer des gens par conviction religieuse. Et ces convictions religieuses-là font de lui un être qui peut donc faire des actions pour tuer des gens, qui peuvent être des gens qui sont innocents, qui n'ont rien demandé de spécial, mais que parce qu'il a des convictions religieuses et qu'il est un militaire, il doit justement assumer cette action qui sont violentes. Hein, c'est tuer d'autres gens, quelque part, dans les questions ici. Alors, j'ai l'impression que c'est ça un petit peu comme moi je perçois de ça. Là. Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi. Puis, tu vois, ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup de culpabilité chez lui. Alors, quand on ajoute, quand j'amène la notion de déprogrammation, ben, tu vois, la notion de déprogrammation, c'est un peu comme si ce Templier-là, quelque part, avait besoin qu'on lui apporte une absolution parce que lui-même souffrait d'une culpabilité et il était dans le doute entre la culpabilité d'avoir finalement fait des actions comme celle-là, l'impression quelque part qu'il fallait quelque part sauver d'autres âmes. Hein, tu vois que cette idée quelque part qu'il y a une vérité là, derrière tout ça, puis en même temps, au fond de lui, une grande culpabilité, une grande honte d'avoir fait ça et qui essaye donc de tout le temps se convaincre de devoir continuer une démarche comme celle-là parce que c'est comme si c'était le seul moyen pour lui de poursuivre sa vie, tu vois. Alors j'ai l'impression que par la déformation, le fait de l'absoudre de toute cette culpabilité-là, comme si ça navire beaucoup de tristesse et d'émotions et une volonté justement, je dirais ça comme ceci, de lâcher prise par rapport à ses convictions religieuses et par rapport à ses convictions tout court, hein, comme s'il acceptait justement de se rendre compte que, en tant que militaire, je le voyais finalement enlever son armure et devenir donc un religieux qui termine sa vie dans un monastère, et un monastère très austère, très dans lequel il y a vraiment une forme de dévotion vers Dieu, mais dans lequel il n'y a aucun élément euh, qui l'amène justement vers la guerre. C'est vraiment au contraire un pacifiste qui veut vraiment manifester la paix maintenant, tu vois. Comprends pourquoi cela marche très fort pour moi, puisque tes cours, j'apprends beaucoup. Ben, tant mieux, Cléo, si ça fonctionne bien pour toi. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant par rapport à ça? Je vais donc terminer peut-être avec la mémoire. Donc, j'ai fait la déprogrammation rapidement. Là, on va regarder l'aspect du soin pour te montrer un petit peu la démarche. Ça, c'est un peu comme ce prêtre-là, maintenant qui est dans un monastère. C'est comme si, à quelque part, il me disait qu'il ne voulait plus justement renouer contact avec la puissance qui est en lui, parce que quand il se met en contact avec cette puissance-là, il devient justement un être violent, un être agressif, un être justement un peu comme un militaire. Hein. Alors, je sens quelque part qu'il y a une force qui est en toi, Cléo, et cette force-là, il faut que tu apprennes à l'accueillir et à l'apprivoiser. C'est une force qu'on pourrait dire force agressive, mais c'est pas le bon terme, c'est une puissance. Et une puissance, ça peut devenir agressif, ça peut devenir une énergie agressive, une énergie agressante, une énergie qui peut être violente même, mais ça peut être aussi une énergie, effectivement, qui nous permet de reconnaître qu'on est fort, mais en même temps qu'on a la bonté humaine de ne pas utiliser cette force-là inutilement. Alors ça, la bonté humaine, ça demande de la bienveillance, puis ça demande une certaine maturité. Être mature, c'est être une personne qui est assez mature pour ne pas utiliser sa force à tout instant, à tout moment pour le plaisir de le faire. Donc, il y a quelque chose là-dedans de très puissant, de très fort, puis de très mature aussi. Et c'est ça, je pense, que tu es en train d'acquérir à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais te dire par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans la salle qui pourraient aussi donc donner des questions, poser des questions par rapport à la démarche. J'ajouterais, moi, peut-être que j'ai récemment jeté un petit coup d'œil sur un livre qui m'avait été proposé. Je ne pourrais même pas vous dire le titre parce que je ne suis pas chez moi, mais je pourrais éventuellement vous le donner si vous êtes intéressé. C'est une personne qui a pris le temps de faire un genre de hiérarchie des émotions. Alors, hiérarchie des émotions, c'est qu'elle a fait le test musculaire de kinésiologie pour déterminer le niveau de fréquence des émotions, donc des émotions qui étaient vraiment de basse fréquence et des émotions qui sont de haute fréquence. C'est intéressant cette notion de fréquence, puis je l'aborde parce qu'encore une fois, on pourrait dire, bon, les émotions de basse fréquence sont des émotions négatives, ce sont des émotions qu'on doit éviter d'avoir, etc. Mais dans l'idée de la pleine conscience intuitive, qu'est-ce qu'on va chercher à faire dans ces émotions de basse fréquence? C'est qu'on va rester dans une position de témoin et on va mettre de la lumière dessus pour prendre le temps de l'écrire, l'émotion en question, de la questionner pour en comprendre sa raison d'être, de la déprogrammer
pour permettre justement à cette émotion-là, par exemple, si c'est une émotion de colère, ben, de comprendre que l'émotion de colère, il se cache quelque chose derrière la colère. C'est que si je déprogramme la colère, je vais tout de suite voir apparaître une autre émotion, un autre état de conscience en moi qui ne peut pas se manifester parce que je m'identifie à la colère. Mais à partir du moment que je déprogramme la colère, je vais voir apparaître une énergie, par exemple, je vais donner un exemple, une émotion de fidélité. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la colère? C'est-à-dire que quand je déprogramme la colère, ben, quand la colère n'est plus, quand je ne nourris plus la colère, en quelque sorte, je peux me rendre compte qu'effectivement, que la colère, elle est provoquée par une grande fidélité que j'ai, et je suis en colère parce que je n'ai pas été respecté à ma fidélité. Donc, finalement, quand on se rend compte que c'est la fidélité qui a été brisée, à quelque part, qui a été blessée, on comprend quelque part de quelle façon qu'on peut renforcer la fidélité. Parce que la vision de la fidélité, c'est de dire, ben, regarde, moi, je suis quelqu'un de très fidèle et ça me met en colère que toi, tu te comportes comme ça. On n'est pas obligé d'affronter l'autre ou d'accuser l'autre, mais on peut reconnaître cet état de conscience en se disant, ben oui, j'étais en colère parce que on a touché cette fidélité-là. Donc, au lieu de nourrir la colère, de manifester de la colère contre quelqu'un, j'assume cette notion de fidélité qui est en moi et j'assume à quelque part de quelle façon cette fidélité-là, je pourrais mieux l'incarner, mieux la protéger pour assumer qui je suis véritablement. Parce que la colère est une réaction à quelque chose qui m'éloigne de la nature que je suis. Alors, c'est pour ça que j'avais envie encore là de faire ce petit lien avec cet ouvrage que je pourrais éventuellement vous parler, mais donc, les émotions qui sont plus basse fréquence sont des messagers qui vont nous donner l'opportunité de transmuer, de transformer à quelque part l'état émotionnel qu'on pourrait percevoir comme étant négatif pour se rendre compte que derrière ça, il y a un potentiel évolutif. Et les émotions à haute fréquence sont souvent des potentiels évolutifs que je dois apprendre à incarner. Par exemple, je ne sais pas moi, le sentiment émotionnel de béatitude qui est en moi, mais ce sentiment de béatitude n'est pas tout le temps omniprésent en moi. Mais ce sentiment de béatitude, si je commence à prendre le temps de faire un travail de pleine conscience intuitive, ben, je vais apprendre à découvrir que ce moment de béatitude se vit dans des moments quelque part où je suis en totale paix intérieure avec moi, où j'ai justement pris le temps de vraiment faire le tri dans ma vie de tout ce qui n'allait pas, puis que j'ai trouvé des solutions un petit peu par rapport à tout ça, et j'ai accepté ce qui n'était pas possible de solutionner. Puis à un moment donné, je sens un sentiment de béatitude parce que j'ai le sentiment d'arriver à un état de clarification dans ma vie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que la béatitude soit omniprésente, ben, je dois peut-être mettre en application un petit exercice une fois par semaine, par exemple, où je vais chercher justement à mettre le plus possible de l'ordre dans ma vie pour développer ce sentiment de quiétude en moi, de béatitude. Alors, vous voyez que c'est ça un peu la pleine conscience intuitive, c'est un travail d'accompagnement. C'est pas un travail quelque part qu'on dit, ben, tu sais, je vais le faire aujourd'hui, je vais être en pleine conscience intuitive pendant une session que je vais faire, puis après ça, je vais continuer ma vie comme ça, puis oublier quelque part cette notion de pleine conscience. Je pense que c'est vraiment important de devenir conscient que la pleine conscience intuitive peut s'appliquer 24 heures sur 24. Alors, je dis pas que j'ai cette pleine conscience intuitive 24 heures sur 24, mais certainement qu'il faut viser ça. Moi, la méthode de pleine conscience intuitive, elle me dépasse. C'est-à-dire que c'est pas moi qui l'ai créé comme tel. Moi, j'ai avec une appellation, j'ai avec une méthode, j'ai avec un apprentissage. Mais il faut bien comprendre que c'est de la vie dont il est question. Et la vie, c'est de quelle façon que je peux donner de l'espace à la vie pour qu'elle nourrisse mon être et qu'elle me permette de m'épanouir le plus possible. C'est ça qui est question. Et c'est ça, quelque part, qu'il faut se rappeler par rapport à une démarche comme celle-là. C'est que on n'est pas là pour discuter d'une méthode, on est plutôt en mesure, on est plus là pour évaluer, comprendre de quelle façon que des outils peuvent m'amener plus loin. Et c'est ça, quelque part, qui est vraiment l'objectif. Alors, c'est pas une guerre de clocher qui m'intéresse, hein, c'est plutôt de vraiment mettre en évidence la vérité, à quelque part, qui est en chacun de nous, et de quelle façon qu'on peut la nourrir pour lui permettre d'émerger de plus en plus. Donc voilà, est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant sur l'ensemble de ce qui a été dit jusqu'à maintenant, sur d'autres thèmes, d'autres réflexions, d'autres questionnements? N'hésitez pas si vous avez des thèmes que vous aimeriez aborder, puisque s'il n'y en a pas, bien évidemment, je vais simplement arrêter le webinaire très bientôt, puisqu'on a pris le temps donc de répondre aux questions de Cléo. Il y a peut-être d'autres questions qui sont présentes. Même Cléo, si tu as d'autres questions, tu peux bien sûr le faire. Il n'y a pas de problème par rapport à cela. C'est sûr que l'été, il y a toujours un petit peu moins de monde lors des webinaires, puisque c'est les vacances. Mais j'ai donc pris le temps, je pense, de faire le tour un petit peu de ce qui a été vu. Et évidemment, s'il y a d'autres commentaires, d'autres questions, ça semble pas être le cas.
Je profiterai de l'occasion pour ce petit webinaire-là, quelque part, pour vous dire, vous avez peut-être remarqué que dans le cadre sur le site Internet pour les formations personnelles, professionnelles et autres, il y a donc des gens qui n'ont plus accès aux formations pour la simple raison que j'ai dû faire des changements tout récemment pour permettre l'automatisation des formations. C'est-à-dire que quand les gens vont, les gens qui ont déjà eu des enseignements de formation personnelle ou professionnelle par le web, qu'ils ont déjà reçus par Internet, et s'ils essaient de reconnecter avec ces enseignements qui ont eu lieu dans le passé, il y a des fortes chances qu'ils ne soient pas capables d'accéder. Donc, j'ai envoyé tout récemment des nouveaux mails avec des nouvelles adresses URL qui vous donnent accès aux nouvelles sections de formation qui vous permettent donc de pouvoir revenir sur les leçons que vous avez déjà reçues. Et il y a des gens, comme par exemple Cléo, qui est plus récemment inscrite, et elle, donc, elle bénéficie de l'automatisation de la formation. Donc, elle va le recevoir sans que moi j'intervienne finalement. C'est ça que tu vas comprendre, Cléo. Donc, s'il y a des problèmes éventuellement qui peuvent se produire, bien évidemment, tu m'envoies un mail, puis on regardera ça, de quoi il s'agit. Je vous invite donc, Cléo et les autres, évidemment, vous allez recevoir donc des invitations pour des webinaires une fois par mois, toujours à la fin du mois. Donc, vous recevez vos leçons le début du mois et un webinaire à la fin du mois, comme celui que je fais présentement. Et il y a des promotions qui existaient pour beaucoup d'entre vous concernant des consultations de 30 minutes que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. C'est gratuit, ça fait partie de la formation en fait, et vous en avez donc un certain nombre. Donc, si cela vous dit, bien évidemment, vous pouvez communiquer avec moi pour pouvoir me rejoindre. L'adresse email pour me rejoindre, bon, je vais en vous donner une, c'est sbélanger080362 @gmail.com. Ça en serait une, par exemple, parmi tant d'autres. Quand je vous envoie des mails, normalement, vous avez le mail, mon mail à la toute fin, divers mails, je pense, qui sont présentés là, pour pouvoir communiquer, mais celui-là, c'est un que j'utilise fréquemment, donc on peut communiquer avec moi par ce mail-là pour un rendez-vous. Sachez également que les webinaires comme celui-ci sont enregistrés et, dans la mesure du possible, ils sont mis en ligne sur YouTube et dans la page Pleine Conscience Intuitive, sur la chaîne Pleine Conscience Intuitive sur YouTube. Très prochainement, il y a de fortes chances que je reprenne tous ces enregistrements, ces enseignements-là, qui soient disponibles sur le site dans des sections. Donc, par exemple, questions-réponses, des choses comme ça, parce que vous allez voir que dans la chaîne Pleine Conscience Intuitive, vous avez des sections, des playlists, comme ça qu'ils appellent sur la chaîne YouTube. Donc, vous avez une playlist pour conférences. Donc, vous avez une série de conférences. Il y en a quand même beaucoup, vous allez voir, sur toutes sortes de sujets. Vous avez une playlist qui va s'appeler questions et réponses, dans laquelle je prends le temps de répondre à des questions qui m'ont été posées. Il y en a un certain nombre également. Et vous avez webinaires. Les webinaires, c'est des événements comme ceux-ci que vous allez pouvoir revisionner également sur différents sujets. Les webinaires sont assez variés. Ils touchent finalement, selon les questions qui me sont posées, qui vont amener donc une réflexion à ce sujet-là. Donc, vous avez donc pas mal de possibilités de découvertes sur la chaîne Pleine Conscience Intuitive. Vous en avez également sur le site Thérapie Intuitive. Vous allez à bonus et vous avez plusieurs gratuités. Je vous le dis parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas toujours parce qu'on n'est pas en mesure de aller voir le site. Mais la section bonus, vous avez comme un quiz que vous pouvez expérimenter. Vous avez 4 conférences gratuites sur la participant à un monde meilleur qui touche vraiment l'utilisation de la pleine conscience intuitive dans un contexte plus global, plus collectif, hein, dans un contexte de travailler sur les mirages émotionnels collectifs humains. Donc, c'est une autre application qui est quand même intéressante. Et vous avez les 4 conférences gratuites qui présentent l'application de la pleine conscience intuitive d'une façon dans tous les grands volets de la pratique. Alors, vous avez des enseignements quand même intéressants à ce niveau-là. Vous en avez d'autres gratuités qui sont présentes. Si cela vous dit, vous pouvez toujours y jeter également un coup d'œil. Donc, voilà. Alors, je vous remercie de votre présence. Et puis, évidemment, vous pouvez visionner donc ce petit webinaire-là dans les prochains jours, d'ici peut-être, donnez-moi 24-48 heures, pour que le webinaire se retrouve sur la chaîne de la pleine conscience intuitive sur YouTube. Et évidemment, vous allez recevoir un mail en début ou probablement le rappel, le replay de ce webinaire-là. Mais comme vous y avez assisté, vous savez que vous pouvez aller visionner ça sur la chaîne de la pleine conscience intuitive très bientôt, d'ici 24 heures, fort probablement. Disons 48 heures pour être sûr, mais je pense que dans 24 heures, ça devrait être bon. Moi, j'ai des problèmes techniques. Donc, voilà. Alors, je vous remercie d'avoir été présent et je vous dis très bientôt pour une prochaine
un prochain webinaire, donc à la fin du mois d'août cette fois-ci. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Au revoir.